Hier après-midi. La réunion. Et hier soir. On laisse un peu les gens s'installer 2 minutes. Pardon, bonjour. Bien. Hier, on a été présentés, donc on a eu 3 spectacles de styles différents, avec des formes d'humour différentes et de sensibilités différentes. Donc c'était très riche. Et on a beaucoup de questions à vous poser. Donc le premier spectacle, je voulais savoir si vous avez eu un metteur en scène qui vous a aidé, qui a travaillé avec vous. Vous avez un autre là. Vous avez travaillé seul. Oui, sur le spectacle. Ouais. Après, au fur et à mesure, vous avez un technicien qui m'accompagnait, il a commencé à venir. Le micro marche. C'est vrai. Ah, ok. Oui, on me disait, non, à la base, je n'ai pas travaillé avec un metteur en scène, d'écriture, j'étais seul, et après, comme j'ai eu mon régisseur qui m'accompagnait sur toutes les dates, lui a commencé à me donner un regard un peu extérieur au fur et à mesure, on parlait ajuster des choses un peu ensemble, mais au départ, non, je suis tout seul. Vous avez fait une formation Oui, j'ai fait le théâtre Tremplin à Cannes-sur-Mer, c'est une toute petite école à Cannes-sur-Mer du coup, entre 2008 et 2015, et de 2011 à 2015 j'ai fait le conservatoire de Saint-Laurent, du Var, qui est municipal. D'accord. Autre question. Oui. Au départ, votre démarche, c'est laquelle? Avec ce spectacle Avec ce spectacle. Avec ce spectacle, je sais pas, je suis parti avec l'envie plus de raconter une vie un peu banale plutôt que de raconter forcément une vie extraordinaire ou quelqu'un de connu. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de, pour une fois, laisser la place à quelqu'un qui a rien fait de particulier. Le constat un peu de ce spectacle, c'est j'ai pas grand chose à raconter, mais je vais le raconter quand même. On verra ce que ça donne au fur et à mesure, et du coup il y a ce côté un peu identitaire où les gens peuvent se reconnaître peut-être plus facilement que si la vie était plus dense, beaucoup plus extraordinaire, incroyable, etc. Donc voilà. Bien. D'autres questions? Oui, j'aurais voulu savoir quelles sont vos influences et vos références. Alors, en termes de théâtre, de manière générale, je suis un très très grand fan de Charlie Chaplin. D'ailleurs, j'ai une référence à mon nom, parce que c'est mentor absolu pour tout. Après, en termes de comédiens, etc., je suis très fan de Philippe Cobert, par exemple. Évidemment, ouais. Voilà. Avec un sablier et tout ce spectacle. C'est intéressant, prenez le micro. Oui, non, je vais rien dire de particulier. Il y a 45 ans, le premier spectacle de Philippe Cobert, vous l'avez nommé le sablier, mais il le faisait avec un sablier et toute la durée du spectacle était exactement la durée du La danse du sablier. diable, la première version de la danse du diable. Alors est-ce que c'était, il me semble bien que c'était la danse du diable. J'ai pas vu la C'était dans première le version, petit théâtre j'ai vu la première parisien à et il était plus jeune que nous à l'époque. C'est le sablier de la référence, effectivement, et j'ai tout de suite pensé aussi à Philippe Cobert. Ah ben certainement pas. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ce comédien notamment, puis il y en a plein d'autres que je pourrais citer. En termes d'écriture, je suis très fan surtout beaucoup des poètes, comme Baudelaire, etc., notamment Flaubert, que j'aime beaucoup aussi. Et en termes de paroles et d'écriture, ma plus grosse référence c'est Jacques Brel. Et pareil, il y a une petite référence glissée à un moment donné dans le spectacle sur la fin. Voilà. Je voudrais savoir si vous avez joué déjà beaucoup. Oui, là c'était la 38e hier. Et vous avez d'autres dates, je suppose. Là j'en ai encore 2 à Nice en janvier. Et normalement le festival d'Avignon si tout se passe bien en 2019. Et entre temps, s'il y a des dates qui se rajoutent en fonction, je pense que je vais accepter. Donc vous souhaitez devenir professionnel. Oui, non, absolument. Vous avez un autre spectacle En cours, ouais. préparation. Avec justement Alexandre qui n'était pas là hier, qui est donc le fameux régisseur en question.
On coécrit un spectacle qu'on co-met en scène aussi qui s'appelle Apocalypse. Et super. Toujours dans l'humour, la tendresse. Et du coup, on le fait à deux. Il est présent au plateau, donc c'est pas complètement un seul en scène. Mais voilà, c'est pas toute fin du monde dont on taira le nom, parce que sinon l'histoire est spoilée. Mais voilà, il y en a un troisième qui arrive en mai, qui s'appelle Mon Fric, de David Lescaut. Donc c'est pas mon écriture, mais il y a plusieurs personnages en fait dedans, et j'avais envie de le monter en scène, et voilà, c'est un autre projet aussi. Pardon, quelle pièce? Mon Fric de David Lescaut. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une petite question à votre personnage. Quand il s'adresse au public, c'est un certain sens, c'est un monologue. Oui. Ouais. Votre personnage, qu'est-ce qu'il attend de la part de ceux à qui il s'adresse? Qui est-ce ceux à qui il s'adresse? Je pense que c'est plutôt une sorte de... Pour moi, c'est une heure où à la fois le comédien et le public peut être entre guillemets psychologue, et en même temps celui qui écoute. Il y a ce côté un peu répondant, etc. Il y a juste envie de se confier et de peut-être faire surgir des choses de l'intérieur chez les gens qui écoutent. Il y a ce lien qui se fait automatiquement, d'où l'histoire en nombre. Par exemple, au début, quand on est d'avant le spectacle et tout ça, c'est pour créer cette espèce de lien un peu inconscient, les gens qui se tiennent. Qu'est-ce qu'il va nous dire, etc. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux, des choses comme ça, quoi. Et du coup, il y a ce côté, voilà, cette espèce de ping-pong, en fait, où des fois je surprends des regards qui peuvent aussi m'aider à construire des choses autour, quoi. Le public en soi, est-ce que pour votre personnage, c'est le public ou c'est le public avec une autre notion? Non, c'est le public, je pense. Ouais, c'est le public. Prenez conscience du fait que cette réussite vient cerner à travers tout ce que vous avez dit. Vous ne devez pas tomber dans le piège de renouveler ce type d'expérience avec un monologue, un peu comme Cobert a fait, c'est-à-dire se complaire dans ce style de proposition. Est-ce que vous avez envie de travailler avec d'autres acteurs, Bien sûr, d'autres pièces, autres que votre écriture? Non, là, cette année, c'est en soi le seul spectacle vraiment monologue autobiographique que j'ai, en fait. Même l'autre spectacle qui s'appelle Apocalypse, c'est vraiment un personnage qui est construit de A à Z, une histoire qui est fictive, plus ou moins. L'autre, seul en scène, pareil, il y a beaucoup de personnages, et c'est une autre histoire avec d'autres personnages qui n'ont rien à voir avec ma vie perso. Et le reste des pièces, il y a d'autres comédiens avec moi en général. D'accord. Non, je ne resterai pas tout le temps en seul en scène. Parce que ça, c'est un piège. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais non, j'aime beaucoup aussi travailler avec des équipes et être dans une pièce collective avec une vraie ambiance et tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez l'intention de monter une compagnie? Ouais. J'aurais aimé savoir comment vous aviez travaillé le passage au manque chinois si vous n'aviez pas de regard extérieur. Alors, c'était ce que je vais dire est très ridicule. En fait, j'ai travaillé cette chorégraphie chez moi à 2h du matin, jusqu'à nuit, pendant longtemps, avec juste ma lampe de bureau en fait, qui réverbait sur le mur en face, et à essayer de voir les mouvements qui pouvaient être possibles de faire. Donc au départ, on n'en parlait pas de regard extérieur, puisque pour des raisons évidentes, à 2h du matin, on a très peu de regard extérieur. Voilà, et après, comme je disais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, au fur et à mesure des chorégraphies, il y a des choses qui sont modifiées, qui sont transformées, il y a des mouvements que j'ai essayé d'identifier, d'autres que j'ai complètement enlevés parce que ça ne m'a pas marché. Et Alexandre, qui était le technicien officiel du spectacle, m'a dit ouais, là, tu vois, à ce moment-là, peut-être épurer un peu, la prolonger ce mouvement, etc. Donc au départ, non, ça s'est fait comme ça. Et je me suis beaucoup inspiré aussi de la chorégraphie de Stromae dans le corset. Voilà, qui est aussi une des références d'ailleurs que j'ai pas citées. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public à propos de ce spectacle?
Est-ce que l'écriture de ton spectacle, c'est un premier jet ou est-ce que tu es revenu à plusieurs reprises dessus? Non, je suis revenu à plusieurs reprises dessus. En fait, ça dépend des passages. Il y a des passages qui sont restés intacts du début à la fin, comme la vie d'un théâtre ou la tempête, qui sont des moments un peu plus, on va dire, un peu plus poèmes. Mais après, bien sûr, la fin, par exemple, la fin n'était pas du tout celle-là à la base, une reprise, remaniée, remaniée encore. Essayer de trouver les tournures de phrases les plus à la fois justes, jolies, sans tomber dans quelque chose de pathos ou quoi. Donc non, ça n'a pas été un premier jet sur tout le long. Il y a eu plein de reprises, plein de moments où j'ai modifié des phrases que j'ai dégagées parce que ça alourdissait le texte, d'autres que j'ai rajouté parce que ça allégé au contraire. Donc non, ça a été un travail sur quelques mois avant d'arriver à ce spectacle final. Dans votre formation, vous avez fait beaucoup de travail sur le corps. Alors, j'ai fait un tout petit peu de danse contemporaine, vite fait. Et en fait, au conservatoire, on me tannait beaucoup pour. Au départ, je ne savais pas quoi faire de mes bras, mes jambes et tout ça. Et j'ai eu la chance d'avoir une prof qui, au contraire, me disait de toujours y réfléchir. Et parfois même de faire que ça. Et du coup, je passais des séances, des fois, à pas parler, à juste essayer de voir ce que je pouvais faire avec mon corps. Et ça a été une sorte de déclic. Et on m'a toujours un peu donné des rôles où je pouvais m'amuser avec ça. Voilà, avec qu'est-ce que je pouvais faire des bras, des jambes et tout ça. Et c'est des réflexions que j'aime bien avoir. Je pense que le corps parle beaucoup plus que le reste et j'ai pas forcément envie de le laisser de côté. Et là, dans ce spectacle-là, comme il y a plein de moments où je commence à me dire vraiment, j'ai voulu en profiter aussi. Mais en soi, moi, je fais une formation vraiment précise. Tu as toujours travaillé à partir de ton écriture ou il y a eu des moments d'improvisation sur... Dans ce spectacle, il y a eu un moment complètement improvisé, parce qu'il n'y a pas d'écriture dessus, c'est le moment du casino, où là, il fallait faire 1 minute 40, parce que c'est la durée de la musique, à trouver des trucs, à essayer de voir à quel moment on pouvait transiter entre le moment robotique et le moment où on s'amuse un peu plus. Mais sinon, tout le reste, non, c'est parti d'écriture. J'étais vachement plus scolaire que en normal. Apocalypse, c'est parti beaucoup plus d'improvisation, par exemple. Tu vois. Et après, on a construit le cours. Là, ça a été l'inverse. J'ai d'abord vraiment voulu avoir ma trame pour être sûr de ce que je faisais, et dire ok, pas me lancer dans le truc comme ça avec rien entre guillemets. Et après, une fois que j'avais plus ou moins le squelette, construire autour et voir comment je pouvais profiter quoi. Une petite question. Oui. Musique ou la parole? C'est-à-dire La musique ou la parole? ce que je préfère. La musique, la parole. Musique, la murole, la basique. Non, les deux en général. Après, non, en fait, je pense que je préfère quand même la parole, parce que je parle quand même beaucoup dans le spectacle, mais j'arrive pas à dissocier la musique du théâtre. Enfin, j'ai beaucoup de mal à imaginer un spectacle sans musique, imaginer un concert sans partie théâtrale aussi. Je trouve que c'est des choses qui s'associent parfaitement. Et si on rajoute un peu de danse au milieu, je trouve qu'on a... Enfin, c'est pour moi deux choses que c'est comme un bras droit, un bras gauche, quoi. À part si on est Jamel Debbouze, ça c'est autre chose. Mais c'est des choses qui se dissocient pas trop, quoi. Et là, dans ce spectacle-là, il y a plein de moments où, par exemple, les moments de poème, le théâtre, la tempête, ça peut vite être bavard, je pense, s'il n'y a pas un truc pour soulever un peu derrière. Et ça peut servir une forme d'émotion aussi. Ouais, j'ai voulu ça. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais... Okay. Bien, on va passer au deuxième spectacle. Deuxième spectacle. Est-ce que l'auteur est également metteur en scène? Je suis juste auteur et j'ai donné les clés du camion de la mise en scène à ma femme en lui, je dirais, imposant juste une chose, c'était la fonctionnalité, le live des trucs. Le reste, Plus près de la bouche. Toujours parler plus fort. Mais montrez-nous que vous êtes des comédiens. Voilà. Donc je répète, hein, c'est ça? Je parle au début. Voilà, donc bonjour.
Et du coup, je suis... Bonjour. Donc je suis effectivement l'auteur, mais j'ai confié entièrement les clés du camion de la mise en scène. Je répète littéralement ce que j'ai dit. Hein. C'est replay, voilà. À mon épouse qui est également donc, le metteur en scène, je lui ai juste imposé une chose, c'était la musique fil rouge en fait de la pièce, qui est Day in Life des Beatles en fait, qui a un sens, juste une petite parenthèse à ce sujet, c'est la chanson en fait qui clôt l'album Sgt. Pepper's et sur laquelle en fait John Lennon et Paul McCartney ne réussissaient pas à se mettre d'accord sur une chanson commune. Ils ont donc écrit chacun un couplet, un qui est soft, John Lennon, et un qui est plus agressif, Paul McCartney. Avec à un moment donné une rupture où il dit très clairement When his head blew out in the car, ce qui signifie en fait sa tête passe à travers le pare-brise de la voiture, qui est donc l'accident. Et donc en fait cette chanson se termine comme ils ont écrit chacun leur couplet, il n'y avait pas de fin possible. Et donc ils ont fini par ce qu'on appelle un fade-out, où c'est le public qui choisit la fin. C'est un peu l'idée de la seule chose, entre guillemets, que j'ai fortement suggéré à mon metteur en scène. Pour le reste, j'ai été complètement son objet. C'est votre première pièce? Jouer, oui. Après, j'en ai toujours écrit un petit peu à droite, à gauche. Les gens n'ont jamais voulu m'écouter. Vous savez, pour une fois où j'ai du public, j'en profite. Voilà. Voilà. Oui, c'est ma première pièce. Votre femme n'est pas professionnelle. Non, moi je suis pas. Première mise en scène. Première mise en scène. Première écriture, première mise en scène. Et votre compagnie existe depuis longtemps? La compagnie existe depuis à peu près, Joseph. L'association a été créée en 2011, mais effectivement, alors, il y a deux ans maintenant où on tourne comme ça. La troupe a 2 ans. Ouais. La troupe a 2 ans. Cette troupe a 2 ans. Vous avez déjà joué ce spectacle? On l'a joué à peu près 10 fois. Non, 8, c'est la 8e. On a commencé en fait au mois de février de cette année. L'objectif étant effectivement Festea. On y est allé en disant donc, on va y aller franchement, on s'est entraîné. C'est là où je remercie les comédiens parce que ça a été 3 jours par semaine. Où le reste du temps on vivait ensemble quasiment. On en discutait tout à l'heure, c'était une sorte de troupe au sens total du terme. Voilà. Et donc du coup, pour arriver aux sélections au mois de juin, on a mis 4 mois. Et puis après, le 2 juin, qui est la sortie officielle de Sgt. Pepper's aux États-Unis en 1960. Coïncidence. Et qui est aussi ma date anniversaire. Voilà. Le texte n'a pas évolué, vous n'êtes pas parti avec le texte écrit ou à partir d'une base d'écriture, vous avez fait évoluer votre dramaturgie? Non, à la base, il s'agissait d'un roman, en fait, que j'ai ensuite décomposé en triptyque, forcément, parce que la fin de cette pièce ouvre sur 2 portes, en fonction du choix, effectivement, du public. Et du coup, je l'ai adapté au format théâtre, pour qu'on puisse le jouer comme ça, parce que c'est plus facile de le faire dans une troupe. Lorsque j'étais petit, lorsque je lisais un roman, j'allais tout de suite au dialogue. Parce que les descriptions me fatiguaient un petit peu, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le mettre au format théâtre. Et puis voilà, que j'ai trouvé des gens qui ont adhéré, donc on y est allé. Alors, est-ce que je peux vous demander si vous avez suivi des stages de formation, de voix, par exemple? Bien, vous êtes tous des comédiens qui jouaient depuis 2 ans ou plus? Alors, on a des formations différentes, donc effectivement, c'est plutôt en amateur. Donc chacun a eu des petites formations de part et d'autre. Cela dit, nous avons la chance d'avoir dans notre troupe une ancienne orthophoniste. Et donc on a commencé à faire des exercices de voix récemment, puisqu'en fait on travaillait nous essentiellement dans des petites salles.
Donc on n'avait pas forcément la nécessité de pousser vraiment nos voix. Mais effectivement, lorsqu'on s'est retrouvé face à des lieux beaucoup plus vastes, larges, ou à fond perdu, où on avait du mal à pousser nos voix, on s'est vu contraint de travailler là-dessus. Mais effectivement, ça nous a aussi beaucoup aidé en termes de transmission d'émotions, en termes de technique, hein, tout simplement. Et du coup, on continue sur cette lancée-là à travailler sur nos voix. Mais c'est vrai que c'est encore en cours. Et l'expérience est différente chacun de nous. En fait, ce que je voulais dire, on a chacun un parcours d'amateurs différent. Il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, donc du coup, voilà, c'est peut-être... on a encore du boulot, plein d'exercices à faire. Et effectivement, le fait d'avoir Emily avec nous, notre orthophoniste, ça nous aide. Mais voilà, chacun a un petit peu une expérience théâtrale différente. Je peux faire une petite question sur le... donc j'entends là que c'est parti a priori d'un roman à la base. J'imagine que vous y avez amené dans la dramaturgie des tas de choses. Il y a des choses qui transcendent à mon avis complètement le roman, parce que c'est chose d'une actualité tellement, tellement présente là autour de nous, voilà. Et par rapport à moi, ce qui me questionne, c'est l'évolution de ces deux personnages, notamment blancs, qui apparaissent. Alors est-ce qu'ils sont dans le roman ou pas à la base? C'est pas, par exemple. Et qu'est-ce qui dramaturgiquement pour vous, quel est le point de départ de ces deux personnages-là? Quel est, voilà. Juste à ce moment-là, c'est purement de la mise en scène, et c'est là qu'on entre dans le camion, vous donnez les clés à la metteur en scène. C'est elle qui t'arrive. C'est moi qui ai eu l'idée des mimes. Pardon, vous m'entendez? Non. C'est bon là maintenant? Oui. Voilà. C'est moi qui ai eu l'idée d'introduire des mimes. En fait, les mimes au début n'ont eu qu'un intérêt technique pour moi, parce que c'est tout de suite comme ça que j'ai imaginé mes replays. Donc j'avais besoin de deux personnes pour accessoiriser mes personnages au fur et à mesure. Donc au début, ils n'ont eu qu'un intérêt technique. Et j'avoue que l'acte 1, avec cette longue dispute, me semblait très pénible. Et j'ai essayé de convaincre, j'avoue, Christian, après la lecture, de raccourcir cette dispute, mais il n'a rien voulu entendre. Et je me suis dit, comment je vais faire? Ça me faisait peur de mettre en scène cette longue scène. Et je me suis dit, je vais pas réussir à garder mon public avec ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, ces deux personnages, si je les mettais aussi dans mon acte 1, pour apporter un peu de légèreté, en fait. Donc, ils sont apparus dans l'acte 1 pour ça. Et au fur et à mesure, je les ai trouvés, moi, en tout cas, jolis. Et je les ai fait exister au fur et à mesure. Mais ils ont été introduits au début que pour des raisons techniques. Oui. Alors, du coup, merci là de cette réponse. Parce que c'est vrai que dramaturgiquement, moi, ça m'a posé des tas de questions sur ce qui... Alors, on en comprend effectivement le sens à un moment quand ils viennent remettre un peu... Alors, sans qu'ils ont une utilité, alors pour le coup, pour reprendre votre mot technique, effectivement... mais j'avoue que dramaturgiquement, j'en saisissais pas le sens au départ. Voilà. Merci. Au niveau du texte que vous avez construit, tous ces rebondissements d'action avec des personnages qui se rajoutent, ils sont dans le roman aussi? Le roman maintenant, il n'a plus qu'une existence au fond, quoi, en fait. Hein. Maintenant, on est clairement dans le domaine du théâtre, parce que du coup, en fait, maintenant, je suis parti sur un triptyque. Oui. Et donc, du coup, avec donc, les parties 2.1 et 2.2 qui sont prêtes maintenant, il n'y a maintenant plus qu'à trouver des comédiens qui peuvent venir. Et du coup, les aspects techniques de la mise en scène, forcément, disparaissent lors de la suite de se gérer cette pièce de théâtre, entre guillemets, je dirais, proche du romanesque peut-être. En fait, il y a vraiment une histoire que l'on raconte, des rebondissements qui sont liés à l'actualité, qui sont liés au quotidien, qui sont liés... C'est aussi ce que j'ai voulu faire, parce qu'elle dit que je n'ai pas voulu reculer sur l'intensité de la dispute. C'est aussi que je voulais vraiment que ce soit pénible.
je suis conscient que souvent les 5 minutes d'une pièce peuvent conditionner toute la suite. Mais effectivement, si on est dans du pénible et qu'il le dit très clairement, il y a un personnage qui rentre et qui sont pénibles, c'est un soulagement à ce moment-là. Et je me suis dit que c'était peut-être plus facile maintenant, il ne faut pas que ce soit trop long, on est bien d'accord. Mais une fois que c'est pénible, qu'on a un soulagement, on est peut-être plus ouvert après à ce qui se passe ensuite et qu'on se laisse porter pour savoir où est-ce que j'ai voulu justement aller. Et effectivement, on trouve des aspects du quotidien à travers alors on a parlé du côté intérim, du côté fonctionnaire, du côté du jeune loup qui arrive et qui oublie un petit peu le côté traditionnel qu'il avait avant, qui veut de la productivité, qui veut que ça fonctionne. Et en fait, on se dit que finalement, revenir à des choses plus traditionnelles, plus simples, profiter de notre quotidien, c'est peut-être un peu plus... à la fin, j'espère que l'on se sent un petit peu soulagé, même si, au final, et c'est ça qui est un petit peu, je dirais, troublant, parce qu'au départ, on se dit c'est notre quotidien, on n'a pas envie de le vivre au théâtre. Malgré tout, à la fin, on vote contre un de ces gens-là, qui sont censés être, si on a bien suivi le raisonnement, qui sont censés être soit moi, soit mon conjoint. Et malgré tout, on va voter sous prétexte que quelqu'un nous dit de le faire. Donc voilà, c'est juste des bouteilles à la mer que j'ai jetées, que les gens acceptent ou prennent un petit peu comme ils veulent. C'est un peu cette idée-là. Mon personnage, à un moment donné, on me demandait est-ce que la montre est essentielle. On va m'arrêter peut-être, c'est ça, non? Est-ce que la montre et la gourmette est nécessaire? Eh ben, je dirais que oui, parce qu'il dit à un moment donné, où est mon portable? On le voit depuis le début qu'il a une montre et une gourmette. Il arrive dans cet endroit qui potentiellement, quelque part, j'ai pas de parti pris par rapport au cieux ou quoi que ce soit, mais il n'a plus rien. Il n'a plus de montre, plus de gourmette, plus de portable. Alors est-ce que, c'est pareil, c'est une bouteille que je jette, est-ce que justement le matériel à cet endroit-là n'a plus d'importance? On s'en rend compte que si, parce qu'ils disent que le business est roi. Ou alors tout simplement c'est qu'il s'est fait dépouiller. Et donc du coup c'était un petit peu des messages comme ça que je lançais un petit peu comme un tableau sans explication en dessous, où les gens prennent comme ils veulent. Et dans la notion de roman, je trouvais ça sympa de mettre des ouvertures un petit peu, je dirais, philosophie mais légère, et puis que les gens prennent, l'acceptent un petit peu comme ils veulent. Voilà. Et l'accent allemand? Ah oui, j'allais y venir justement. Je voudrais plus entendre un petit peu les comédiens, parce que vous faites cohabiter de façon, je trouve, très habile, un premier univers quotidien, réaliste, puis des personnages totalement fictifs, dont la chef d'entreprise, si on peut l'appeler comme ça, avec cet allemand particulier entre l'accent belge et l'accent allemand. Est-ce que ces personnages de fiction, je ne parle pas des mimes, sont construits par les comédiens ou déjà ils étaient existants dès l'écriture? Non, ça a été demandé, la rigidité, la rigidité m'a été demandée. Et l'accent allemand... C'est pas naturel chez vous, la rigidité, c'est ça que vous voulez dire. Non. D'accord, non, Si, tout à fait. Ceux qui ont vu la troisième mi-temps confirmeront que c'est pas mon... N'est-ce pas? Voilà. Donc, non, c'est la metteur en scène, justement, qui a voulu contenir un peu le volcan qui est en moi et qui m'a demandé beaucoup de rigidité. Et qui, au bout d'un moment, quand je répétais avec elle, m'a dit « Mais écoute, l'idéal, ça serait que tu prennes l'accent allemand. » Alors, il se trouve, vous avez bien vu que je n'ai jamais appris l'allemand, donc j'allais pas me targuer de faire de l'accent allemand, et je me suis servi de mes compétences orthophoniques, et donc de linguistique, et j'ai assourdi toutes les consonnes que j'ai pu assourdir. Voilà. Et puis, je me suis amusée à ouvrir la bouche pour faire des tours, tout ça, que j'ai glané de ci, de là. Voilà. Et votre partenaire Mon binôme. Votre binôme, pardon. Au sujet de mon personnage précisément? Oui. Vous l'avez construit, est-ce qu'il est déjà écrit, est-ce que ça vient de vous? C'est la question. Je passe la parole à Valérie. Je m'en prie. Non, mais c'est la question. Enlève le Pouvez-vous dévoiler votre cuisine? Pardon. Alors, moi je peux donner qu'une partie de la réponse parce que c'est un personnage qui a été écrit par Christian et mis en scène dans un premier temps par Stéphanie. L'idée principale en tout cas c'était celle du contraste entre la personne à l'accent allemand extrêmement rigoureuse, obsédée par le travail bien fait, qui veut que ce soit fait dans les règles, etc.
et quelqu'un en face de complètement fantasque jusqu'à l'absurde. On ne voit pas toujours où il veut en venir, pourquoi il est habillé comme ça, pourquoi il se comporte comme ça, on ne sait pas vraiment au final. Et qui va jouer vraiment comme un aller-retour entre les deux, une énergie complètement différente. Et l'idée, c'était vraiment de créer cette dynamique autour de ça. Voilà. Après, je vais peut-être laisser Christian et Stéphanie compléter. Il y a aussi le personnage de la femme, celle qui accueille. J'ai envie d'entendre aussi ce personnage. Alors moi je suis comme ça dans la vraie vie. J'ai répondu à un appel d'offres. Et finalement mon personnage l'aura plu, donc je suis là. Non, pas du tout. Non, j'ai pas peur. Non, effectivement, moi j'ai répondu aux exigences de la metteuse en scène. Et voilà, donc j'ai fait en sorte de caler mon jeu sur les exigences de Stéphanie. Voilà. Du coup, j'entends les exigences de la metteur en scène, mais je voulais savoir comment du coup cette metteur en scène a fait pour tirer tous ces personnages-là. Si vous êtes parti des comédiens, parce que j'ai l'impression que c'est un peu vous qui avez donné aux comédiens, comment vous avez fait travailler du coup? En fait, à la lecture, j'ai tout de suite vu mes profils, enfin mes personnages en fait. Et je connaissais déjà la troupe, parce qu'on avait déjà joué ensemble. Mais quand on a fait la lecture, je leur ai quand même laissé le choix de choisir le personnage qu'eux souhaitaient interpréter. Il y a quand même eu un mini casting et j'ai choisi ce que je voyais le plus en fait dans les personnages. Après, pourquoi là j'ai choisi ces personnalités-là, c'est la question que vous voulez savoir. Est-ce que c'est vous qui avez imposé en quelque sorte les personnalités et comment vous avez fait travailler à partir de ça? Oui, c'est moi. L'image que vous avez dans la tête. Est-ce que c'était des improvisations? Est-ce que vous leur avez dit de faire tel ou tel geste? Alors oui, c'est moi qui les ai conduits en fait à interpréter ces personnages. On a beaucoup travaillé, par exemple pour l'histoire de l'accent. Je voulais donc un personnage rigide. Et MB, c'est quelqu'un qui est c'est plus du sud, donc beaucoup avec les bras, pas du tout rigide justement. Et on a cherché, donc j'ai essayé de lui dire le dos droit, n'utilise pas les bras, etc. Et on avait du mal. Et je dis, si on essayait l'accent, peut-être que l'accent, ça va. Et dès qu'elle a pris cet accent, le corps a suivi en fait. Et on a vu le personnage apparaître immédiatement. Donc on l'a adopté comme ça. C'est vrai que le duo, je l'ai imaginé très contrasté, parce que pour moi, ça me semblait fonctionner comme ça. Et je me suis dit, pour le jugement, pour le personnage de la femme à la fin, quoi de pire que d'être jugé par une sadique. Donc je l'ai imaginé comme ça et je les ai conduits à ça. On a travaillé à chaque fois pour obtenir ce résultat. Moi j'aurais bien aimé poser une question au mime. Des gestes ainsi. J'aurais aimé savoir si c'était, si vous, comme votre metteur en scène a dit, c'était parti d'une utilité technique, les rôles des mimes, et comment vous êtes approprié ce personnage-là, enfin, ces personnages, et est-ce que vous avez travaillé pareil, un peu le même genre de question, est-ce que vous êtes parti d'improvisation, est-ce qu'il y a toujours une part d'improvisation dans vos spectacles, où tout est très 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 calé, et si vous aimez vos mimes? Moi par contre je parle pas du tout fort, c'est pour ça que j'ai fait le mime. Voilà. Moi j'ai rejoint pour ma part la troupe en février vraiment, parce qu'il manque, dû à qu'un personnage ne pouvait pas être fait sur place tout de suite, disons, parce que ça peut être Josette au début. On m'a demandé de le faire, sauf que moi j'avais jamais fait de théâtre, donc par contre j'ai fait de la danse, pas mal. Voilà, ça m'allait très bien, donc j'aime ce rôle-là parce que ça parle avec le corps beaucoup, pas trop avec les mots, donc moi ça m'allait personnellement très bien. Je laisserai Fabienne répondre aussi pour elle. Après, Après, pour l'improvisation, Steph avait écrit quand même beaucoup de choses. Par exemple, la scène des mains, c'est vrai que c'est Steph qui a chorégraphié ça.
il y a des petits instants où on a, avec Fabienne, pendant les répètes, on a trouvé des petites choses, on lui a proposé, puis elle revalidait derrière sur certains petits sketchs, si on peut dire, quand on est en arrière-scène ou quoi. Donc c'est un peu un maillage des deux, mais c'est voilà, avec la validation de Steph à chaque fois, qui voyait si ça... Et même au niveau du placement, en fait, parce que dans ces grandes salles-là, on voit qu'on est vu. On a fait plein de petites salles où en fait on est derrière les personnages, donc pendant longtemps, Fabienne et moi, on avait juste l'impression d'être un arbre en fait au fond. Personne ne nous voyait vraiment, donc on faisait notre petit truc, mais on a eu l'impression des fois d'être non vu, alors que là, dans de salles, on se rend compte que si, finalement. Et il y avait une autre question encore, je crois, je sais plus trop. Et donc oui, moi personnellement, j'aime beaucoup mon mime, en tout cas, enfin, j'aime ce fait de pouvoir essayer en tout cas d'exprimer beaucoup de choses juste par le corps et par les mimiques et par les tensions corporelles, les respirations, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de mots des fois pour dire des choses, et donc moi ça me va très très bien ce personnage-là. Et j'ai quand même 2 phrases, hein, je tiens à signaler, en fin de pièce. Et, je ne sais pas si elles ont été entendues d'ailleurs, mais voilà. Ouais, je laisse répondre Fabien. Eh bien, tout comme Marie-Julie, je me suis approprié ce rôle de mime avec plaisir. Au début, effectivement, on ne savait pas si on était vraiment utile et on a eu vraiment peur de gêner les acteurs qui étaient, enfin voilà, les acteurs qui parlaient, qui avaient de l'intensité à apporter au public. Donc on s'est beaucoup posé de questions à savoir si on ne polluait pas cet univers. Et j'ai fait une belle rencontre avec Marie-Julie et j'ai eu l'impression que on a eu l'impression d'avoir un binôme qui fonctionnait bien. On s'est amusé à créer. Et malgré, j'ai l'impression que Stéphanie nous a vraiment torturés, imposés. Non, elle nous a donné vraiment des lignes. Elle nous a donné des lignes en disant je voudrais que le personnage soit comme ça, mais elle nous a vraiment, vraiment, vraiment laissé essayer, tester, se tromper, et elle a prouvé quand elle trouvait que ça fonctionnait avec le groupe. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé là sur cette pièce, c'est que c'était participatif. On a tous pu s'exprimer. Et on avait ce regard bienveillant de Stéphanie qui nous disait, voilà, allez-y, osez, oui ça c'est bon, gardons-le, ça ne fonctionne pas, il faut retravailler. Et voilà, ça a été intense, mais c'était passionnant. Voilà. J'ai une petite question aussi par rapport à votre compagnie, c'est la compagnie des amateurs. Comment vous vous êtes trouvé autour dans le Lyon, ou c'était une annonce, ou par l'amitié, voilà. La réunion est très petite. La réunion est très petite et en fait tout le monde a été dans une troupe. Moi j'ai connu l'association Didi Glemo parce que j'ai fait de l'impro. Il y a aussi une ligue d'impro à La Réunion qui est qui travaille beaucoup, qui est assez active. Donc on s'est connus soit avec des troupes, soit dans des ateliers, parce qu'il y en a, voilà, certains ont suivi des ateliers de théâtre. Donc c'est une petite communauté, il y a peu de salles, il y a peu de moyens, donc on essaie de se fédérer, on s'entraide entre nous, et quand il manque un comédien, on se le prête. Bien, le 3e spectacle. Je voudrais juste féliciter Stéphanie et Christian d'avoir introduit, comme au foot en cas de contestation, la vidéo dans les couples. Ah d'accord. Le 3e spectacle, il y a un metteur en scène. 2 metteurs en scène. 2 metteurs en scène. D'accord. Vous avez été formé par une école aussi? Alors on a été formés depuis longtemps et pour la plupart tous ensemble dans les ateliers de Nouma Sadou, qui est notre mentor, qui est metteur en scène aussi d'opéra et qui a créé une compagnie il y a de ça plus de 10 ans qui s'appelle Les Enfants Terribles, qui est une compagnie d'amateurs mais qui a pour but de créer des spectacles, disons, d'une qualité qui se rapproche le plus du professionnel. Absolument, et vous en avez fait partie? Et voilà, moi j'en fais partie j'en faisais partie depuis sa création il y a 10 ans. Tom, notre régisseur son lumière, en a fait partie aussi. C'est le cas aussi pour Lila, pour Paul, pour Julien, pour Lola. On a tous fait partie de la compagnie, à l'exception de Guillaume, notre pianiste, qui n'a pas été incorporé dans les spectacles de Nouma, mais qui a fait la création musicale du dernier spectacle.
Et tout le travail corporel, c'est sous l'influence de Nouma Sadoul. Oui, c'est un travail qui nous a été inspiré d'une simple façon qu'on devait avoir une liberté avec notre corps et d'être le plus proche du réalisme et de ce qu'on était capable d'exprimer, pas forcément d'élaborer une technique, mais plutôt de faire ce que chacun était plus à même de faire avec son corps et avec ses capacités. Et nous, après, on a tous juste essayé de développer ça, de pousser le curseur le plus haut pour chacun. Voilà. Pour rebondir sur ce que vient de dire Louis, c'est vrai que l'école Nouma Sadoul, c'est vraiment plus pour nous une question de ressenti, c'est vraiment une question d'imprégnation de personnage, et que Nouma, avec qui on a beaucoup appris sur le terrain, plus que sur des instructions ou des codifications des personnages. C'était vraiment, d'ailleurs c'était une chance pour nous, vraiment une liberté d'interprétation, et ensuite c'était à lui de mettre les barrières. Et pareil, on a essentiellement appris mais en tant que comédien en fait avec Nouma, mais pour ce qui est de la mise en scène, on a indirectement appris aussi parce qu'il nous a inculqué son savoir-faire, et on s'est imprégné un petit peu de sa patte, et on a essayé de créer notre propre envol à partir de ce qu'il nous avait inculqué, mais indirectement. Vous avez commencé très tôt alors à travailler avec lui? Louis, oui. Vous aviez quel âge? Moi j'avais 9 ou 10 ans. Et Louis même un peu plus jeune. On avait 7. Vous jouez les instruments de musique? Vous êtes musicien ou pas? Pas encore. Pas encore. Non, pas du tout. Malheureusement, on a qu'un pianiste, mais heureusement quel pianiste dans la troupe pour assurer la partie musicale. Mais pour rebondir sur la question de Valérie, il y a une grande musicalité, y compris quand le pianiste ne joue pas. Bien sûr. Dans le rythme, le tempo, c'est ce qui explique entre autres le choix du texte, c'est que dès qu'on a lu ce texte avec Louis, on purge bébé de Georges Feydeau, on s'est dit waouh, dans quoi on va s'embarquer, et on a été de suite séduit par la musicalité, la partition en fait du texte. On s'est dit, voilà, c'était vraiment du tac au tac, et on s'est dit bon là c'est le texte. On était parti en fait du principe qu'on allait faire un spectacle musical. Et dès qu'on a vu cette rythmique, cette musicalité, on s'est dit bam. Je crois qu'on a rarement l'habitude, en tout cas, il me semble, je vois quand même beaucoup de spectacles, de voir un spectacle avec un tel rythme et néanmoins une telle clarté. Vous avez fait beaucoup de travail vocal sur le rythme de la parole. Oui, en fait, donc au choix du texte, on s'est rendu compte que le texte inspirait une musicalité et une rythmique, un tempo, avant que Guillaume ne rentre vraiment dans le projet, dans le processus de création. On a voulu d'ores et déjà créer un rythme vraiment effréné dans le spectacle, dans la diction, dans la façon d'enchaîner les scènes, avec des petites pauses, des petits délires à nous, des petites trouvailles qu'on a eues comme ça en travaillant et en relisant le texte. Et c'est ce rythme, en fait, qui a permis plus facilement à Guillaume de s'incorporer sur cette mise en scène et de trouver sa musicalité plus facilement sur le texte. Et ensuite, c'est sa musicalité aussi qui nous a inspiré à redonner encore du rythme. Et c'est en fait c'est un enchaînement de volonté énergique qui ensuite crée le rythme final. Sa présence est venue du fait de cette pièce, ou c'était une volonté de votre part de travailler ensemble dès le départ? Alors, la volonté de créer un spectacle émane du fait qu'on avait envie de travailler avec Guillaume. On avait envie de créer un spectacle avec un piano sur scène, avec un pianiste sur scène. Et ensuite, le choix du texte s'est fait aussi quand même avec l'idée qu'il y aurait une musicalité, donc c'était intimement lié. Et puis voilà. Vous allez amener le spectacle à Avignon? Alors le spectacle a déjà joué à Avignon en 2017, aux côtés d'ailleurs de Nouma Sadoul, qui jouait aussi avec son spectacle de l'époque, Salomé, d'Oscar Wilde, dans lequel on était plusieurs aussi à jouer. Voilà, donc on a fait un Avignon avec les deux compagnies. Vous
serez à Avignon en juillet prochain? Non, pas en juillet prochain, parce qu'on est sur l'élaboration d'un nouveau spectacle en ce moment avec Julien. On est sur l'adaptation de roman. Et le spectacle sera créé en fait là, depuis le début de l'année jusqu'à le mois de juillet. Et donc l'idée ce serait d'emmener par contre ce spectacle-là au Avignon 2020, bien sûr. Vous avez l'intention de devenir professionnel ou bien vous restez étudiant et vous étudiez quoi? Bien évidemment, la question se pose. Par exemple, je vais parler un petit peu pour vous, mais pour ce qui est de Paul, Lila et Lola, ils sont encore au lycée, donc ils ont encore le temps de se poser la question. Mais par exemple, Lola est dans un lycée théâtre, et donc elle est en voie peut-être à elle de se décider de professionnalisation, mais en tout cas, c'est peut-être en bonne voie par l'intermédiaire d'un lycée théâtre. Lila, par exemple, que tu peux. Moi, je suis pas encore sûre de ce que je veux faire après le lycée. Il y a plusieurs choix qui se posent, mais pour l'instant, ma participation au sein de la troupe dans le prochain spectacle elle sera encore conséquente, mais plus en tant que comédienne cette fois. Et vous faites une école de théâtre? En tant que quoi? Ah, en tant que quoi? Alors, ils m'ont proposé du coup, en parallèle à mes études, de les aider avec tout ce qui est le décor, les accessoires, les costumes, et aussi un œil extérieur par rapport à la mise en scène, sachant que eux, vu qu'ils sont metteurs en scène et comédiens en même temps, ils ne peuvent pas forcément toujours avoir un regard extérieur sur ce que eux font, donc ce sera un peu mon rôle aussi. Je peux rebondir sur les décors et les costumes. Vous choisissez ensemble le décor et costumes? Oui, on essaie d'imaginer qu'est-ce qui pourrait le plus correspondre à la mise en scène, et aussi on avait quand même dans la conception du spectacle l'idée d'un décor qui pourrait se transporter facilement, qui serait quand même assez simple, mais quand même avec des symboles et des idées, notamment la prédominance du jaune, le landau qui a pour intérêt dramaturgique surtout une esthétique et la représentation du symbole du bébé et du poussette qui est anormalement petite par rapport à la taille de notre enfant. Voilà, donc c'est surtout des détails comme ça, des symboles qui font la physionomie du décor. Voilà. Mais on choisit tout ensemble. Vous voulez vraiment partir d'un décor simple et épuré et mettre l'accent davantage sur certains accessoires pour entre guillemets, les sublimer. Je voudrais profiter. Non, c'est une question en public. J'attendrai. J'aurais juste voulu entendre un peu l'enfant. Je trouve que le bébé, je trouve tellement extraordinaire. Il serait bien plus l'entendre un petit peu. Oui, bonjour. Alors, j'ai 17 ans. J'aurai 18 ans dans quelques mois, c'est-à-dire 2. Sur ton travail, est-ce que c'est vraiment les metteurs en scène qui t'ont dirigé? Qu'est-ce que tu as apporté? Voilà, des choses comme ça. Parce que comment tu as travaillé ton personnage? Moi, j'en ai parlé avec un certain nombre de personnes. Il frappe tout le monde sur ce personnage. On ne s'attend absolument pas à ça. Et il est fantastique. Voilà. Il apporte vraiment quelque chose. Ta présence même, d'un coup, impose un tempo aussi très différent. C'est ça. C'est pour ça que j'en sais dans ce rythme. Justement, j'ai eu la chance d'avoir Julien et Louis qui m'ont permis d'avoir la possibilité de me laisser une liberté vraiment très grande. Donc dans l'interprétation, dans le jeu et tout ça. Et aussi donc de par ma taille, donc un bébé de 7 ans, c'est un peu, ça choque forcément et ça crée un effet comique. Et pour créer en fait ce personnage et ce type de jeu, c'était plus dans l'improvisation et au début vraiment la liberté. Et Julien et Louis vraiment m'ont coaché quand même pour avoir une forme de comment dire, pas une liberté mais contrôlée.
C'est le problème de la liberté. Donc, vous avez joué pas mal votre spectacle déjà, n'est-ce pas? Hein? Oui. Et donc, il y avait le public, les gens publics, les adultes. Pour qui, à votre avis, réagit mieux, plus expressif, les adultes ou les gens publics? Alors, c'est vraiment le défi et aussi le point de départ de notre volonté dans le processus de création avec Julien, c'est de faire un spectacle qui parle à tout le monde, donc un classique, un mot qui évoque quelque chose à toutes les générations, mais même plus à la génération de nos parents, mais qui soit accessible à tous, qui puisse être entendu et apprécié pour notre génération qui, à notre goût, ne va plus forcément suffisamment au théâtre, ou du moins ne s'attend pas forcément à rire et à se divertir comme au cinéma par exemple, ou comme devant une vidéo sur internet. Donc on avait la volonté de rendre un texte et une adaptation complètement universelle et qui puisse autant plaire aux adultes qui ont déjà vu la pièce et qui ne s'attendent pas à la retrouver dépoussiérée. Vous avez présenté ce spectacle devant des scolaires? Oui. Oui, dans le sud, notamment au Rouret. On a fait la représentation scolaire dans un collège, et justement la différence entre le jeune public et le public d'adulte, c'est que le public d'adulte va redécouvrir la pièce et le jeune public va découvrir simplement la pièce. Et il y a un processus tellement intéressant en fait entre les réactions des adultes et les réactions des jeunes qui se disent mais c'est vous qui avez écrit, je veux dire, ça paraît très moderne, on adore le théâtre. Et entre les adultes qui nous disent ben c'est vrai que bon, mine de rien, Feydeau, c'est pas si vieillot. Vous allez aborder le théâtre contemporain? Alors, pour notre prochaine création, non, pas encore. On reste très attaché à un esthétique, en tout cas très vintage. Bon, on pourrait aussi en faire avec un texte contemporain, mais on a cette volonté de pour le moment rester dans ces auteurs qui, à notre goût, ne sont plus assez mis en avant. Feydeau, c'est aussi la part d'un ras-le-bol pour nous des Feydeau qu'on avait l'habitude de voir. Je trouvais que ça commençait à vraiment être vieillissant, alors que quand on lit un Feydeau, quand on est tombé sur le texte, on a trouvé qu'il y avait une écriture qui est absolument sublime. Je pense que Georges Feydeau est vraiment un auteur assez incroyable pour ce qui est de la rythmique et de la gestion du tempo. Et donc notre prochain défi, c'est d'adapter le roman de Alphonse Daudet, Le Petit Chose. Voilà. Moi j'avais deux questions. La première c'est comment vous avez procédé à la distribution? Alors, on travaille déjà tous à peu près ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure dans la troupe de Nouma Sadoul, à l'exception de Paul, qui était dans les ateliers de Nouma, mais qui ne faisait pas partie de la troupe, et qui était avec nous en fait chaque semaine. On était encore dans les ateliers de Nouma Sadoul, donc chaque semaine on était en cours en fait avec lui, et il nous a tout de suite marqué par sa qualité en improvisation, ses mimiques, son aspect très caricatural. Et on s'est dit, mais il est immense, c'est super pour faire un enfant. Donc ça a été, pour Paul, ça a été assez simple. Et ensuite pour Lila et Lola, c'était les deux comédiennes en fait des Enfants Terribles avant la création de Oncle Ange Bébé. Et donc ça s'est dessiné très facilement qu'elle aussi serait à nouveau dans le spectacle. Que pour Guillaume, on ne connaît pas d'autres pianistes et on ne connaît pas de meilleurs pianistes. Je pensais plutôt pour vous deux, comment vous avez choisi pour la distribution? Alors, je ne sais pas si on l'a choisi. Pour moi, pour nous, j'ai l'impression qu'elle s'est dessinée, notamment pour le rôle de bébé. Paul, ça nous semblait évident. Enfin, je veux dire, l'aspect comique, on était sûr de notre coup. Puis pour la distribution, en fait, il s'avère que comme on commet en scène, fallait quelque chose d'équilibré, et donc Louis, en tant que Monsieur Chemou, n'intervient qu'à la moitié du spectacle environ. Ça lui permettait déjà d'avoir un œil sur la première moitié, et inversement, même si je peux être un peu moins présent de manière extérieure quand il est sur scène. Et les rôles se sont dessinés après
spontanément, je veux dire, on a fait des essais, hein, même à la lecture, mais ça s'est de suite dessiné en improvisation, ça a matché, il y avait une grande complicité dans cette distribution, on s'est dit, bon. J'avais juste une dernière question. Je voulais savoir à partir de quel moment vous décidez de garder vos délires comme vous dites. Quand est-ce que vous dites bah là on le garde? Parce que je suppose que vous avez l'air d'avoir une imagination assez foisonnante, et à partir de quel moment vous dites ok ça on le garde dans la pièce? Souvent on va essayer des gags en répétition, et puis en fait si à la répétition de la semaine d'après il tombe à plat, ça veut dire qu'on s'est juste enflammé. Parce que souvent c'est vraiment beaucoup une question de recul. On tente des gags et on s'aperçoit que si on enlève l'effervescence du moment, bon bah ça marche pas et c'est pas grave parce qu'il y en aura un autre, et ben, c'est la mécanique de notre création. Petite question pour Guillaume. Voilà. Donc j'ai entendu que tu es arrivé après, vous avez commencé à écrire un peu, tu es arrivé après, tu as rejoint. Je veux savoir comment toi tu as construit ton univers musical, c'est-à-dire ce que tu t'es appuyé. Au moment où tu arrives, c'en est où la matière et quelle est ta place pour proposer? Je me permets juste une chose, par contre, qui est assez remarquable dans ce que vous faites avec le piano et le musicien en particulier. Il y a pas mal de spectacles comme ça, on a le musicien au plateau, qui est régulièrement dans son petit coin, qui joue un peu, qui accompagne, et là ça respire, ça joue entre vous, ça s'interroge, ça se questionne, ça se renvoie. J'ai très vite ressenti ce rythme musicalement. Je suis pas forcément très habitué au théâtre à la base, je suis beaucoup plus dans la musique. Et très vite j'ai ressenti cet aspect musical. Donc c'est des choses en termes de rythme, de hauteur de voix, donc ça s'est fait très rapidement. Après Julien et Louis m'ont imposé entre guillemets certaines musiques, tout ce qui est les références, des musiques un petit peu connues et tout ça, donc de ce côté-là, il n'y a pas forcément de souci. Et après c'est beaucoup d'écoute, en fait, pour la petite anecdote, ce qu'on a fait c'est une captation des répétitions, et moi chez moi je la regardais plusieurs fois et j'essayais en même temps de jouer par-dessus et plein de choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui a plutôt très bien marché, ça me permettait de me rendre compte directement si ça marchait ou pas. Et voilà, tout simplement. Je suis ravi d'entendre ce mot écoute. Moi, je suis un passionné de la musique au théâtre et du son au théâtre, voilà, c'est pour ça que ça me... Voilà. Je suis ravi d'entendre ce mot-là parce que ça demande effectivement une qualité d'écoute extraordinaire. Et c'est une chose d'être musicien, je crois que c'en est une autre d'être musicien de théâtre, musicien de spectacle au plateau avec des comédiens. Oui. Ce qui est très agréable, c'est qu'en fait, c'est pas seulement un piano et un musicien, c'est un personnage à part entière. C'est ça qui est vraiment... ça change tout. Moi j'avais une question par rapport au cousin. Il me semble qu'il est c'est un personnage qui est dans la pièce, enfin une vraie personne, et là du coup il n'y est pas du tout. Et pourquoi? En fait, c'est un personnage qui n'apparaît qu'une fois dans le spectacle à la toute fin et a vraiment exactement le nombre de répliques il y en a 2 ou 3 de plus que ce qui est dit en fait en off, là vraiment sur la scène. Et déjà, mis à part le fait qu'on n'avait pas forcément envie d'embarquer quelqu'un dans cette aventure juste pour lui donner ce tout petit rôle, et on n'avait pas envie que quelqu'un se sente autant à part, parce que là, c'est vraiment 3 répliques. Et surtout, l'équipe nous paraissait vraiment très très bien. On était très contents de notre distribution, de notre groupe. On pense qu'on n'avait pas envie de plus de comédiens au plateau. On trouvait que c'était un bel équilibre qu'on avait réussi à trouver. Et ça n'a pas été trop difficile dans l'adaptation de se dire on le met en off, et voilà, on peut quand même avoir le même spectacle sans Monsieur Horace Truchet. Une petite question pour maman. Est-ce que pour votre personnage, vous avez pensé à quelqu'un ou c'est la création pure? C'est la création, mais j'ai une maman qui crie beaucoup en fait, vraiment. Ça crie beaucoup à la maison entre papa, maman et tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu mon quotidien familial. Du coup, je me suis vachement inspirée de maman, quoi. Je voudrais faire une petite remarque sur l'aspect technique qui concerne alors là les 3 spectacles. Je trouve qu'hier on a eu vraiment
un travail technique et je pensais aux régisseurs parce que je voyais les effets, je voyais les changements, et je me disais les régisseurs sont là aussi avec leurs partitions, et parfois on les oublie, on ne les voit pas, mais je voudrais... d'autant plus... C'est marrant parce que je me sens applaudi, je ne suis pas le technicien. Mais c'est pour eux, je le dis d'autant plus facilement que le prix technique ne dépend pas de nous. Donc là, j'ai toute la liberté de dire tout ce que j'en pense. Et voilà, je voulais vraiment faire cette remarque. Bravo aux techniciens et à leur travail en direct pendant le spectacle aussi. Aux équipes. Une dernière question, alors c'est pour revenir à des équipes comme la vôtre, parce que vous êtes très très jeune. Bon, il continue, Nouma Sadoul, avec une autre génération d'acteurs, et il continue toujours. Oui, c'est vrai que Nouma Sadoul a l'habitude de travailler avec des jeunes d'une tranche d'âge entre 13 et 16 ans, on va dire. Et nous, même entre 10 et 16 ans, vraiment encore plus jeunes que nous. Et nous, on a décidé de prendre notre envol à partir du moment où on ne pouvait plus vraiment faire partie de cette génération. Mais Nouma, en parallèle, continue, mais d'une autre manière. D'une autre manière. On va dire qu'il y a des petits qui vous traitent déjà comme des vieux. Ça me fait du bien d'entendre. Disons que Nouma Sadoul, l'objectif vraiment des Enfants Terribles, c'est de la pédagogie. C'est d'enseigner par l'école de la vie ce que c'est que d'être comédien, ce que c'est de partir en tournée, ce que c'est de créer un spectacle, ce que c'est de faire des concessions pour répéter tous les week-ends, pour répéter, de faire des très très longues répétitions, de chercher du décor, des accessoires, de savoir ce que c'est que voilà, la dureté de ce travail-là, c'est vraiment de la pédagogie. Et il l'enseigne à des jeunes adolescents, des très jeunes adolescents. Et nous, à un moment, on s'est dit, merci Nouma, ça nous a énormément appris. Et maintenant, on veut faire comme toi. On veut faire pareil. Et donc d'abord, il y a eu aussi une volonté un peu pédagogique. On n'entend pas avoir le même bagage que Nouma en termes d'enseignement, mais on s'est dit on peut peut-être aussi enseigner et véhiculer des choses à des jeunes avec qui on travaille déjà depuis un moment, en ce qui concerne Lola et Paul. Et après, l'objectif à terme de cette compagnie, de ce groupe, c'est aussi de se diriger vers une professionnalisation plus tard. Ce serait que tout le monde, pour ceux qui le souhaitent, embrasse cet objectif de se professionnaliser. Et c'est pour ça qu'on a aussi, qu'on ne fait plus partie des Enfants Terribles, c'est parce que nous, notre direction est aussi de ne plus être uniquement dans la pédagogie, mais aussi dans l'envol. On verra où ça nous mène. J'ai l'impression que c'est un cas unique en France, cette démarche. Non. Il y a aussi Shirley Lino qui font ça avec une compagnie sur Paris, donc une de leurs filles, enfin je les ai vus à l'université, c'est pour ça que je les cite, qui font ce type de travail, mais peut-être moins sur le long terme que ce que vous faites. J'aimerais juste rebondir sur une notion que Nouma nous a beaucoup inculquée pendant toutes ces années et pour laquelle on lui est vraiment redevable. C'est aussi ce qui est essentiel pour notre spectacle, et c'est la vie en collectivité et la vie de troupe qu'on essaye vraiment de véhiculer sur la scène et dans le jeu, vraiment instaurer la complicité qu'on a au quotidien tous ensemble pour véhiculer cette énergie. Vous avez beaucoup de chance d'avoir cette rencontre. Nouma Sadoul est dans quel coin? À Nice. Il y a entre Nice et le très 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 joli village de Saint-Paul-de-Vence. Moi, je suis bluffée par votre talent et votre maturité artistique. On n'entend pas, c'est pas grave. Je suis bluffée par votre talent et votre maturité artistique. Voilà. Et vous êtes des générations jeunes qui avaient un autre talent, une autre maturité artistique que nous l'avions à notre époque, qui travaillaient depuis très longtemps, très jeunes. Nous, quand on commençait à 15 ans, c'était déjà très tôt dans les conservatoires, les ateliers, 15-17 ans, on était jeunes, vous déjà à 5, 7, 8 ans, vous êtes bourrés de talent et bravo. Ouais, c'est vrai.
Merci vraiment. C'est vrai que...